Bonjour et bienvenue dans ce podcast que je suis très fier de vous annoncer. C'est un podcast qui se nomme Aurora. C'est un podcast qui va parler de musique de film en voyant le lien entre les compositeurs et le film à travers une analyse de la composition, de l'enjeu et de l'importance de la musique dans le film. Pour bien commencer ce podcast, nous allons parler de 28 jours plus tard, qui est un film réalisé par Danny Boyle en 2002. C'est un film qui est ô combien important car il vient renouveler le genre post-apocalyptique. La bande originale elle-même aussi va proposer une nouvelle approche de la musique dans le genre. Et donc John Murphy va créer une musique à la fois hypnotique, oppressante et fantomatique. Nous allons donc découvrir sa composition à travers son importance, son enjeu et sa composition qui est ô combien importante. Alors installez-vous confortablement et bienvenue dans Aurora. Ok, avant de rentrer dans les détails de cette bande originale, on va prendre un petit moment pour pouvoir situer 28 jours plus tard. 28 jours plus tard, quand il sort en 2002, le genre post-apocalyptique est surchargé de films. Toujours la même chose, pas de renouvellement, toujours les mêmes types de zombies, toujours le même type de mise en scène, et le genre s'essouffle complètement. Mais Danny Boyle va proposer une nouvelle approche, avec des zombies plus violents, plus rapides. Ce ne sont pas des zombies qui sont lents, qui mangent de la chair, mais des zombies ultra rapides qui tuent pour tuer. Ils peuvent briser une nuque, ils peuvent taper la tête contre un mur. Et là c'est accepté, ce qui compte c'est de tuer. Ce qui est important c'est que le film ne va pas explorer que le thème de la survie, mais aussi de la nature humaine, de la société sous pression, de voir comment un homme ou une femme réagit face à une situation extrême. Et donc tout le film va être suivi par le même sentiment de l'espoir. Ce qui est très intéressant dans la bande originale de 28 jours plus tard, c'est le silence. Alors un silence n'est jamais neutre, il est toujours lourd, rempli de l'attente de quelque chose de terrible. John Murphy va mélanger silence et explosion soudaine de musique, qui va permettre de vous impacter encore plus émotionnellement dans les scènes, car à tout moment, la musique peut éclater. Par exemple, je pense à cette première musique, la première musique que nous entendons dans le film est la musique Rage, qui est donc quand le personnage principal se réveille dans Londres, et c'est une musique qui est ô combien douce au début et qui est ô combien violente à la fin. C'est 1 minute 30 de montée en pression, et oui, 1 minute 30 ça paraît court, mais c'est ô combien efficace, et pas besoin de faire plus. Petit message aux nouveaux compositeurs qui font des musiques de 8 minutes sous pression. Ici, c'est 1 minute 30, c'est très rapide, c'est très efficace, et vous en prenez plein la gueule. La tension et le danger imminent, le thème de la survie, et la symphonie du chaos. Du coup, pour commencer, attention, c'est quelque chose qui est omniprésent dans la bande originale de 28 jours plus tard. Parce que John Murphy va créer quelque chose d'assez efficace, ce sont les motifs sonores répétés. À chaque musique, vous avez un peu les mêmes mimiques de musique. Cela va créer une sorte d'inquiétude dans le spectateur. Parce que ces motifs répétés vont vous mettre sous la menace qu'à tout moment il y a un zombie qui apparaît. Sauf, vous ne savez jamais quand. Cela va créer une sorte de spirale sonore, comme un cercle vicieux qui va vous engloutir dans une sorte de tourbillon d'angoisse. Vous n'êtes jamais sûr de ce qui va arriver, vous n'êtes jamais sûr de ce que vous allez entendre. Mais ces motifs sonores ne servent à rien sans les thèmes de la survie. Parce que oui, la bande originale 20 jours plus tard est aussi une bande originale qui va vous proposer un panel d'émotions assez immense. John Murphy va jouer sur cette inquiétude avec les motifs sonores, mais aussi sur la mélancolie, sur la tristesse, le désespoir, ou même parfois la joie, dans certaines autres musiques. Des morceaux comme The Beginning ou Jim Parent sont des musiques qui sont remplies de mélancolie. C'est des musiques qui vous rappellent que ce sont bien des humains qui meurent et non des simples zombies. Ces compositions contrastent entre les morceaux du coup les plus sombres et les plus intenses, en jouant avec une panel d'émotions aussi grande, ce qui vient souligner le vrai truc du film, enfin la vraie importance du film, c'est l'espoir contre la désolation. Et cela est uniquement possible grâce à la bande originale. C'est là où la bande originale prend tout son sens. Ok, donc on a vu qu'il y avait des motifs sonores qui permettaient de créer une tension, nous avons vu qu'il y avait des thèmes de la survie, qui allaient jouer sur d'autres émotions que simplement la peur, ce qui va créer d'ailleurs quelque chose de assez nouveau dans la bande originale apocalyptique. On ne joue pas simplement sur le désespoir, mais sur un panel d'émotions très très grand. Mais ce qui est le plus important dans cette bande originale, c'est bien le thème. Un thème qui est ô combien connu, un thème qui est ô combien repris et ô combien utilisé. Un thème qui va changer définitivement la musique dans les films apocalyptiques. Je parle bien du morceau In the House, in the Heartbeat. C'est devenu sûrement un des meilleurs thèmes jamais sortis dans l'histoire de la musique de film. En tout cas, c'est le meilleur thème qui est sorti du genre post-apocalyptique. C'est une musique avec une construction assez simple. Mais qu'est-ce que c'est efficace? Une guitare basse qui commence par une note répétitive, monotone, évoquant une sorte de compte à rebours, on sait jamais. Cela rentre dans les motifs sonores, puis peu à peu nous avons d'autres instruments qui se joignent, créant une montée en puissance qui devient presque insoutenable. Cette montée en crescendo reflète parfaitement l'escalade de la violence et du chaos dans le film. Ce déferlement sonore incarne la rage pure présente dans ce film. Mais cette musique est assez extraordinaire parce qu'en fait cette musique va être reprise plus de 4000 fois, va être utilisée dans les films, dans les séries, dans les publicités, et elle va littéralement changer le genre à tout jamais. Ce thème et cette bande originale va inspirer de nombreux autres films,
comme je pense par exemple à World War Z, avec une composition assez simple, assez neutre, et d'un coup il va y avoir 2-3 musiques qui vont jouer sur l'émotion. D'ailleurs je parlerai entièrement dans un podcast de la musique principale de World War Z, qui est donc Isolated System faite par Muse, car c'est une des musiques les plus remarquables qui n'est jamais sortie. Si on doit réfléchir à pourquoi cette composition est aussi exceptionnelle et pourquoi elle marque autant les esprits, c'est par l'utilisation du coup de deux choses que je vous disais plus tôt. C'est le motif répétitif qui va permettre de jouer avec l'inconscient du spectateur. Le spectateur est en permanence sur ses gardes, à tout moment il a peur qu'un zombie apparaisse et du coup cela le force à être à fond dans le film et à être méfiant. Et c'est l'utilisation du crescendo, ou dit différemment c'est le shepherd tone. C'est-à-dire, on va partir d'une base simple, d'une ambiance simple, et monter crescendo vers une ambiance beaucoup plus apocalyptique. Par exemple, si on écoute le crescendo de In the House in the Heartbreath, il est construit de manière à ce que chaque nouvel instrument ajoute une nouvelle couche de complexité émotionnelle. On va jouer sur une guitare, sur un piano, sur un violon, et tout cela va permettre de complètement rendre la musique, la scène et l'enjeu de la scène ultra complexe, beaucoup plus qu'elle ne semble être. Et vous êtes forcé à regarder cette scène pour la comprendre entièrement. Vous n'êtes plus un simple spectateur, mais un personnage à part entière du film. Ce qui est intéressant aussi avec cette bande originale, c'est que du coup, en utilisant tous ces principes comme je l'ai dit plus tôt, 20 jours plus tard va agir sur le subconscient, et donc créer une sorte d'horreur beaucoup plus poussée. Effectivement, ce n'est pas un simple film de zombies, c'est un film qui va vous plonger dans une apocalypse humaine. Et donc, la musique est là pour vous faire rentrer dans une sorte d'horreur, beaucoup plus efficace que certains films d'horreur, à vrai dire, mais une horreur bien présente. Là où vous n'avez pas peur d'un bruit, d'un son, d'une image, vous avez peur d'une musique que vous savez qu'à tout moment, elle peut complètement péter un câble. Et c'est là où c'est ultra intéressant, c'est que ici, la bande originale devient un personnage à part entière du film. Pour finir, la bande originale de 20 jours plus tard, c'est vraiment un bon exemple pour montrer à quel point la musique de film avait besoin de renouveau et à quel point on peut jouer avec. Elle vient complètement révolutionner le genre post-apocalyptique, déjà, mais surtout, c'est une des premières fois qu'on a une bande originale qui va vous prendre pour la main et vous accompagner pleinement. Je vous invite sérieusement à aller écouter cette bande originale. Elle est un peu spéciale parce que John Murphy a un style assez particulier, avec des thèmes un peu fantomatiques, hypnotiques, on est vraiment dans un autre univers, mais c'est ultra intéressant à écouter. Et c'est une des meilleures bandes originales qui sont sorties de cette époque-là, à vrai dire, et de ce genre-là. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, et me dire vos retours sur cette bande originale, est-ce qu'elle vous a plu. En tout cas, je suis très fier de vous présenter ce podcast, et vraiment merci si vous l'avez écouté. J'espère que du coup ce thème, ce principe de podcast vous a beaucoup plu. Et moi je vous dis à bientôt, portez-vous bien.